Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation pour ce 40e anniversaire du MAPAR, qui est quand même un événement. Alors j'ai un sujet qui n'a pas de conflit d'intérêt pour moi. Ah, ça ne passe pas. Moi je vois mes diapos, mais pas vous. Si, c'est parti. Donc il n'y a pas de rapport entre ce conflit d'intérêt et cette présentation. Alors quand j'ai regardé et que j'ai reçu cette demande et que j'ai regardé le programme, je me suis dit on va se centrer sur quelque chose de très précis, la réanimation, la nutrition, la place des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc on ne parlera pas dans cette matinée de la place des IPP dans l'ulcère gastro-duodénal, non plus dans le reflux gastro-œsophagien, non plus dans la prophylaxie en post-opératoire de chirurgie digestive, tout ça étant des sujets qui peuvent être débattus, des IPP chez le BPCO, des IPP au long cours, des IPP dans les antiagrégants. Mais on va parler de nutrition, de lien entre nutrition et IPP. Alors je suis allé chercher dans les recommandations, c'est une étape importante. On a synthétisé à l'ASFAR en 2014 beaucoup d'éléments, aucune trace de la place des IPP en nutrition. Je suis allé un peu plus loin, en Europe, rien non plus, et pourtant il y a des auteurs de prestige dans toutes ces conférences. Je suis allé aux États-Unis avec l'Aspen et rien non plus. Et puis finalement, je me suis dit, il faut aller voir le vrai expert. Les vrais experts qui nous donnent des conseils très pratiques. Le but de cette présentation, d'être un peu pratique. Et là encore, rien du tout. Alors, ça ne veut pas dire que les experts sont nuls, ça veut dire juste que probablement que le sujet n'est pas si débattu que ça. Et pourtant, je pense qu'il l'est. Et donc nous parlerons ensemble, là, pendant une courte demi-heure, parce que ça pourrait mériter bien plus, des inhibiteurs de la pompe à protons en général, de l'ulcère de stress et de son lien finalement avec la nutrition. J'essaierai de faire une synthèse de la prophylaxie, est-ce qu'il faut la faire ou pas, et nous verrons les données sur le traitement curateur de ces ulcères de stress, en essayant, à la fin de cette présentation, de vous donner quelques repères à ramener à la maison, comme disent les Américains. Alors la pompe à protons, ça se passe où? Et ces inhibiteurs, ça se passe ici, ça se passe dans le fundus, dans le corps de l'estomac. C'est ici, en jaune, que ces cellules jaunes, ici représentées en jaune, qui ne le sont pas en pratique bien sûr, ce sont les cellules pariétales, et elles n'existent que là. Elles n'existent pas dans le duodénum, elles n'existent que dans le corps de l'estomac. Et ces cellules pariétales, c'est là que se génère l'acidité gastrique. Et quand on regarde plus précisément cette cellule pariétale, qu'est-ce qui génère de l'acidité? C'est cette pompe HK-ATPase dépendante qui va sécréter donc des H+, des ions acides, dans ces canalicules qui vont pouvoir, ici c'est la lumière du tube digestif, pouvoir créer donc une ambiance acide. On le verra dans certaines études, aux alentours de 1,5 de pH par jour en moyenne, ce qui est un pH donc très acide. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes régulations, ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Plutôt revenir sur cette image de synthèse un peu de l'activité acide dans l'estomac. Ici, on a la lumière de l'estomac, ici la paroi basale, et on voit que cette cellule pariétale est capable de créer donc de l'acidité avec des actions des anti-H2, des prostaglandines qui sont plutôt donc, au pôle basal, et l'action des inhibiteurs de la pompe à protons qui se fait sur cette pompe. Ce qui est important de voir, c'est que sur ce schéma, on aurait l'impression que c'est une action topique. Ce n'est pas du tout une action topique, c'est une action via une absorption. Cette absorption se fait dans l'intestin grêle, dans les premières anses, et donc on a une action via le pôle, la circulation sanguine. Les inhibiteurs de la pompe à protons, ces premiers papiers, finalement, c'est pas si vieux que ça, hein, ça a 35 ans, les inhibiteurs de la pompe à protons, et on les a beaucoup étudiés, et ce qu'on peut en faire comme synthèse en termes assez basiques, ce sont des prodrogues, c'est-à-dire que ce sont des bases faibles qui ont besoin d'être activées, et pour les activer, il faut des H+. Et quand on veut activer un IPP, il faut que l'IPP se retrouve dans ce canalicule ici, d'un côté ou de l'autre, pour être activé et pour finalement bloquer la pompe, cette pompe HK-ATPase, qui va se bloquer. Alors elle va se bloquer au départ de manière irréversible, c'est ce qui est décrit dans les premiers papiers. Ça veut dire que les pompes bloquées vont finir par se détruire avec les IPP. Et puis finalement, on s'est rendu compte dans la littérature que ça donnait chez l'animal des tumeurs carcinoïdes. Donc les IPP plus modernes, on va dire, sont des IPP à action réversible. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il faut saturer ces pompes, et ça va prendre un peu de temps.
ça va prendre un peu de temps, ça va faire que l'action des IPP est parfaitement efficace au bout de la 3e dose, en règle générale. Donc il faut plusieurs doses pour avoir une action des plus efficaces. Notion importante, la demi-vie est très courte, elle est de 40 minutes dans les premiers papiers, et finalement elle s'étend à 2 heures sur certains autres IPP, et l'absorption donc, va prendre du temps, on est à 40%, puis de dose en dose à 60%. Quand on regarde les différents, alors c'est une revue qui a quand même un petit peu quelques années, qui a 5-6 ans, mais on regarde les différents inhibiteurs de la pompe à protons qu'on utilise. C'est une série américaine, mais globalement les EMIA et les autorités américaines sont à peu près d'équerre. Vous voyez qu'il n'y a aucune indication spécifique à la réanimation, quand on parle des indications propres des IPP. Il n'y a aussi aucune indication spécifique à la nutrition. Alors on ne peut pas s'arrêter à ça. On regarde un petit peu la physiologie, c'est une étude ancienne, on regarde ici des patients, des volontaires sains, on leur fait des prélèvements réguliers dans l'estomac et on regarde l'évolution du pH, donc ici c'est une échelle de pH, et on voit qu'à chaque fois qu'on va les nourrir, c'est ici, c'est une alimentation orale, eh bien il y a une augmentation physiologique du pH. Donc le fait même de manger, on est en oral, on n'est pas en entéral, augmente le pH et donc potentiellement pourrait être un protecteur gastrique. Quand on introduit des inhibiteurs de la pompe à protons, ça c'est une étude qui est à la base, une étude assez fondatrice sur les doses des IPP à utiliser. On a fait un bolus de 80 mg, on a toujours sur des volontaires sains, et on a mis une seringue électrique qu'on a asservie au pH gastrique, donc on monte la dose en fonction du pH. Et on voit que, première information, quand on fait un bolus, on obtient des valeurs de pH qui sont assez bonnes. On a une grande variabilité, là encore on nourrit les gens et on voit qu'il y a des variations importantes du pH. Et autre information, eh bien, on voit que la première dose, la deuxième dose, la troisième dose n'ont pas la même efficacité. Et finalement, on se rend compte qu'on est amené à pouvoir diminuer les doses au fur et à mesure qu'on administre un inhibiteur de la pompe à protons. On se retrouve avec une moyenne générale de 184 mg par jour. Quand on divise ce 184 par 24, on se retrouve à peu près 8 mg/h. Cette étude, dans la littérature que j'ai pu retrouver, est la fondatrice de ce chiffre magique qu'on utilise bien souvent, mais qui finalement n'a pas beaucoup été testé contre autres doses. Quand on regarde cette fois, non plus chez le volontaire sain, mais chez des gens qui ont des ulcères, avec des fautes d'orthographe dans l'article initial, on se rend compte que ce soit au duodénum ou dans l'estomac, ce 8 mg/h a aussi une efficacité sur le pH gastrique qui reste, dans la littérature, en particulier expérimentale, la valeur de référence, et c'est ça qu'on va juger de l'efficacité des inhibiteurs de la pompe à protons. Alors si on voulait prendre une première pause sur qu'est-ce qu'on en retient de tout ça, sur les inhibiteurs de la pompe à protons, ils agissent dans l'estomac. C'est important parce qu'on va pouvoir les utiliser, c'est pas parce qu'on n'a plus d'estomac, c'est parce qu'on n'a plus d'estomac qu'on n'a plus besoin d'inhibiteurs à pompe à protons, mais que l'absorption est dans le grêle. Et c'est pour ça que la plupart sont gastroprotégés pour pouvoir être efficaces. Il y a une grande variabilité avec les repas. On n'a pas encore parlé d'une nutrition entérale, pas d'AMM en nutrition. Pour info, une efficacité dans l'ulcère peptique qui n'est pas de 100%. Alors l'ulcère de stress, lui, il est en réanimation. Il naît dans les années 1840. Les premiers papiers, c'est l'ulcère de Curling. Ce sont des papiers où on décrit des enfants qui se brûlent, et en particulier les vêtements à cette époque-là ont manifestement une appétence à brûler spontanément. Et tous ces enfants vont mourir, pas forcément de brûlure, mais d'hémorragie. Et donc on voit apparaître cette notion d'ulcère de Curling avec, en réanimation, les années 40, où on se retrouve avec les premiers patients sur des patients graves qui ont des ulcères. Ce que dit la littérature, je ne vais pas aller dans les détails de la physiologie, mais c'est que l'ulcère peptique, l'ulcère de Ville, n'est pas le même que l'ulcère de réanimation, cet ulcère de stress. Pourquoi ? Bien parce que beaucoup de facteurs de réanimation influencent la perfusion splanchnique, le fait d'avoir des catécholamines, le fait d'avoir une inflammation locale, d'avoir une hypovolémie, et que tout ça entraîne des troubles, on va dire, de la muqueuse qui devient ischémique et qui favorise donc cet ulcère. Donc ce sont deux ulcères qui sont décrits comme étant différents. La littérature, très tôt, va nous montrer que quand on reprend une échelle d'acidité ici, on voit que les contrôles en réanimation ont une acidité qui est normale, et que quand on va mettre des maladies là-dessus,
des maladies du système nerveux, des traumatismes, du sepsis, eh bien l'acidité augmente, et elle augmente encore plus quand les patients saignent. Donc la piste du lien entre l'acidité et l'hémorragie va naître de ces premières études. On va confirmer, là on est dans les années 70, on confirme très vite que quand on saigne, c'est les traits hachurés, eh bien on est ventilé plus longtemps, on a des durées de séjour qui sont plus importantes, on saigne tôt. Et ça, c'est une notion importante à avoir. On saigne dans les 3 premiers jours. Ici, on a fait le premier saignement, le deuxième, le troisième. Et ça, c'est une échelle de temps avec les jours. Et on voit que la plupart des patients qui vont saigner dans les 3 premiers jours. C'est un événement qui est précoce dans la réanimation. Et ça s'est confirmé. C'est confirmé sur une étude beaucoup plus récente. On est en 2015. C'est une étude danoise qui vise à voir ce que font les gens en réanimation. On voit qu'on met de la prophylaxie par IPP très souvent à cette époque-là. Et on saigne, là encore, très souvent au début de la maladie. Et puis vient donc l'idée que, dès les années 70, qu'on pourrait protéger l'estomac. Alors, comment ces ulcères quelle est la fréquence de ces ulcères au fur et à mesure du temps? J'ai repris, il y a une littérature qui est très abondante, mais j'ai repris une évolution de temps entre les années 60 et les années 2000. Et globalement, vous voyez que si on voulait faire une courbe, elle diminue de plus en plus. On avait des taux très importants, aux alentours de 20-25% des patients de réanimation, pour finir à des taux à moins de 5% actuellement. Alors il y a un problème majeur dans toutes ces études, c'est qu'on ne parle pas tous de la même chose. On parle d'ulcères qui sont vus, on parle d'hémorragie. Et pour faire un schéma simple, on peut, ça c'est les premières études, faire des autopsies pour détecter des ulcères véritablement, on peut faire de la chirurgie. 10 à 15% dans les années 70 des ulcères de réanimation étaient opérés. De nos jours, je ne sais pas dans vos réanimations, mais nous, on n'opère quasiment plus aucun malade qui saigne après un ulcère de stress de réanimation. On peut définir 2 types d'ulcères de stress, les ulcérations minimes avec une lésion juste muqueuse vue par un endoscopiste, mais aussi des ulcères très creusants. Le deuxième problème, c'est qu'on va parler d'hémorragie digestive. Et donc les hémorragies digestives, on a dû mettre une définition. Et je vous donne celle qui a été reprise à la base par les études de Deborah Cook. On va en reparler. Certaines sont assez classiques, d'autres sont un peu plus fumeuses, comme l'aspect marc de café dans une sonde gastrique, où on sait bien que le malade saigne-t-il, ne saigne-t-il pas, c'est pas très clair. Et puis une notion plus récente, depuis les années 90, c'est la notion d'ulcère, d'hémorragie significative, avec des signes hémodynamiques. Ces signes hémodynamiques, je vous les laisse les apprécier, ne sont pas très spécifiques. On augmente la pression, on devient plus tachycarde, voire un espèce de mix d'augmentation de l'hémoglobine, ou à avoir traduit 5-6 fois l'article, j'ai toujours pas compris ce que veut dire l'augmentation du chiffre d'hémoglobine à un chiffre égal au nombre de kilos, moins 2 grammes par décilitre. Alors, si on voulait retenir des notions importantes sur l'ulcère de stress, je dirais plutôt que c'est un ulcère de gravité. Plus les malades sont graves, plus ils vont être agressés. C'est un événement qui survient tôt. Ça se manifeste finalement rarement. Quand on regarde les hémorragies digestives, elles sont finalement de nos jours beaucoup plus rares que ce qu'elles n'ont été, avec un problème majeur de définition. Alors si on arrive au cœur du problème, la nutrition et l'ulcère, la nutrition et l'ulcère, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un lien entre cette hémorragie digestive et la nutrition? Sous-entendu, est-ce qu'on peut voir avec une nutrition moins d'ulcères? Alors les bases théoriques, je ne vais pas revenir sur les détails, mais ces bases théoriques montrent qu'il y a globalement moins d'ulcères, moins d'hémorragie sur des phénomènes de protection. La nutrition entérale, je ne vais pas empiéter sur d'autres présentations aujourd'hui, mais globalement c'est plutôt favorable. L'étude qui est un peu fondatrice de cette idée que la nutrition entérale c'est plutôt bon dans l'ulcère, c'est cette étude de Suzanne Pigulton. On est dans les années 80, on utilise 42 patients de réanimation, on regarde ceux qui ont été nourris, ceux qui ont eu une protection gastrique, et finalement on voit ici que quand on a une nutrition entérale exclusive, eh bien on ne saigne pas du tout, alors qu'on va saigner alors même qu'on a mis de la protection. L'étude n'est pas randomisée, l'étude est observationnelle, on ne sait pas pourquoi on a mis des antiacides à certains et pas à d'autres, mais c'est une des premières études qui va se dire, tiens, la nutrition finalement fait peut-être mieux que certaines protections, en tout cas protège notre estomac. D'autres études apparaissent ici, c'est une étude de l'équipe de Mark Banten, là encore on n'est pas randomisé, on s'intéresse au pH gastrique, donc pas à l'hémorragie digestive directement, mais on regarde le pH gastrique sur des gens qui vont avoir de la nutrition ou pas. On est dans cette partie avec de nutrition. J'appuie trop sur la...
vous la voyez de moins en moins, mais on est sur la partie gauche. La partie droite, on a de la nutrition, et on se rend compte que globalement, plus on est nourri, plus le pH gastrique est favorable. Alors là encore, on n'a pas non plus une grande preuve dans la littérature, et on voit même que dans l'encart rouge, la nutrition entérale protège si on prend ce critère de pH gastrique. Et puis l'étude qui va un peu déclencher tout, c'est cette étude, toujours dans les années 80, c'est une étude allemande, alors sur des données des années 70, on va s'intéresser finalement aux facteurs de risque de l'hémorragie digestive. Ces facteurs de risque, on va les collecter, vous voyez, on en a 202, un peu too much, 202 qu'on va comparer uniquement en univarié. On n'a pas d'analyse multivariée dans cette étude, et finalement on va regarder les malades qui saignent, les malades qui ne saignent pas. Et on en tire ce tableau qui va être repris dans la littérature moult fois, où on a, en première cause de récidive d'avoir un ulcère de l'estomac pendant une réanimation, le fait d'avoir un antécédent d'ulcère, et cette notion va rester, ne sera jamais rediscutée, ne sera jamais redémontrée. Je n'ai pas trouvé d'études multicentriques où ce critère ressort, et on n'a pas de critères protecteurs dans cette étude. L'analyse des critères protecteurs n'est pas faite. Ce qu'on sait, c'est que plus on a de facteurs de risque, vous voyez, plus on a de facteurs de risque, plus il y a de risque d'hémorragie. Et l'étude qui va être fondatrice, que tout le monde cite, c'est l'étude de Deborah Cook. Cette étude, elle est en 1994, elle prend des patients début des années 90. On a de la prophylaxie où on n'en a pas, on incite plutôt les gens à ne pas le faire, on est dans une étude rétrospective, et on va faire quoi ? On va définir un certain nombre de patients qu'on pense être à risque. Les définitions sont purement arbitraires, aucune justification très précise. La ventilation de plus de 48 heures, ce qui est un critère un peu logique de dire que les malades sont plus graves, mais finalement, ce n'est pas la même chose d'être ventilé plus de 2 jours pour un traumatisme très sévère ou plus de 2 jours pour une simple tentative de suicide. On va avoir des définitions, on en a déjà parlé, assez floues, où l'auteur s'autocite pour les justifier sur l'hémorragie, et sur les critères d'hémorragie importante, là encore, on est un peu dans un peu le flou, où ça peut effectivement être une hémorragie, comme ça peut être un peu autre chose. Je passe vite. Qu'est-ce que demande cette étude ? Là, on est en analyse univariée puis multivariée. Ici, en multivariée, vous avez des facteurs de risque. Et ce qui nous intéresse, c'est la nutrition. Vous le voyez en vert, la nutrition ne sort pas, il n'y a pas de différence significative. Et pourtant, on sent dans la littérature que cette étude a été un peu fondatrice pour dire que la nutrition entérale était plutôt protectrice. Elle est protectrice, alors peut-être qu'on peut plus s'intéresser à de nouveau cette étude de Deborah Cook, qui est toujours en rétrospective, qui n'est pas prospective, et qui, elle, pour le coup, va montrer, on est ici en analyse multivariée, que la nutrition entérale, lorsqu'elle est administrée en réanimation, est plutôt un facteur protecteur, pas très protecteur, hein, le risque ratio n'est pas très important, et on montre ici qu'il y a une différence significative, il y a plus de saignements chez les gens qui ne sont pas nourris que chez les gens qui sont nourris, mais vous voyez que l'effectif est finalement très faible, puisque seulement 30 patients vont saigner, et on aura une valeur significative. Et finalement, si on voulait être rigoureux, on a eu des études rétrospectives multicentriques qui montrent des facteurs de risque. On attendait une cohorte prospective de validation, probablement dans d'autres centres, pour voir si ces scores sont valables. Je ne les ai pas trouvés. Et encore moins des études interventionnelles pour jouer sur la nutrition entérale. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que la nutrition est un facteur associé à moins d'hémorragie digestive, probablement. Est-ce qu'elle est validée ? C'est difficile de le dire. Est-ce qu'il faut comparer et pouvoir dire que les IPP sont aussi efficaces dans la nutrition ? Là encore, on aurait aimé avoir une étude, nutrition entérale versus pas de nutrition entérale, avec un critère de jugement qui pourrait être un peu tout, hein, l'ulcère, l'hémorragie, la mortalité. Cette étude n'existe pas, de même que l'étude qui introduirait les IPP dans cette balance n'existe pas, en tout cas je ne l'ai pas trouvée. Qu'est-ce qu'on a à la place ? Je vais passer vite parce que la qualité de ces études n'est pas bonne. Aucune n'est prospective randomisée. Elles sont pourtant, certaines sont randomisées, mais elles sont de qualité variable. Ici, on a nourri tout le monde et on a mis des IPP d'un côté. On n'a pas d'hémorragie digestive sur un collectif de patients qui est très faible, qui est finalement faible parce que 300 patients, on n'arrive à pas montrer grand-chose. On a une étude ici, là encore, où on fait de la nutrition entérale dans les deux groupes.
des IPP d'un côté, pas d'IPP de l'autre. Là encore, les événements sont très rares. Vous voyez, on a une hémorragie digestive dans chaque groupe. Et finalement, il n'y a bien sûr pas de différence significative. Les effectifs sont trop faibles. On est à 50 malades environ. Cette étude rétrospective américaine, là encore, même design, nutrition entérale, IPP. On est rétrospectif. On ne sait pas pourquoi on a mis ces patients-là. C'est une étude qui ne montre pas de différence sur l'hémorragie. Alors, je suis allé voir des études plus récentes. Cette étude qui je trouve être grande qualité de Jean Régnier à Nantes sur Nutrirea 2. Pourquoi je l'ai regardé? Parce que cette étude aurait pu nous montrer un résultat. On avait nourri d'un côté en entéral et nourri en parentéral. Donc on pouvait faire l'hypothèse que d'un côté, il y allait y avoir plus d'ulcères que l'autre et qu'on aurait eu un argument intéressant. Le problème, c'est que vous voyez que 40% des patients ont eu des IPP dans les deux groupes, donc on ne peut pas en tirer grand-chose, et qu'au final, le fait d'avoir eu une prophylaxie est significativement différente entre les deux groupes, avec une mortalité qui est non significative. Alors bien sûr, quand il y a beaucoup d'études mal faites, certains ont l'idée de faire des méta-analyses qui, à mon avis, sont toujours mal faites, puisque quand on met des mauvaises études, on a des mauvaises méta-analyses. Alors, c'est des études que je ne vous ai pas détaillées, mais globalement, la méta-analyse sur savoir si la nutrition entérale fait quelque chose, le problème, c'est que toutes les études ont de la nutrition entérale. Donc, ça ne montre rien. Alors, je peux vous en citer plusieurs. Ces méta-analyses qui sont plus grandes, là encore, on a regardé la nutrition entérale, que ce soit en mortalité ou en saignement, il n'y a pas de différence. Quand on regarde avec un score de proportion, on utilise tous les moyens statistiques pour essayer de faire quelque chose, on n'est toujours pas en prospectif randomisé, ça ne se passe rien. Donc le message, c'est qu'aucune étude prospective ne permet d'affirmer qu'il y a une vraie efficacité de la nutrition en termes de prévention et que l'utilisation des IPP, le raisonnement, c'est de dire qu'il y a peu d'événements de chaque côté et que finalement, l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons est beaucoup moins intéressante parce que peut-être la nutrition entérale est protectrice. Alors, le traitement prophylactique, je vais passer vite parce que je pense que le temps avance. Beaucoup d'études, hein. Ça c'est un espèce de résumé des études qu'on a pu faire contre placebo. On a testé les IPP, on a testé les anti-H2, c'est des études plus anciennes, vous allez voir qu'il y en a une plus récente. Le sucralfate qui a été longtemps à la mode dans les années 90, début 2000. Beaucoup d'études, les qualités sont variables, on fait des méta-analyses, je vous donne ces exemples-là, on montre qu'en termes, ici, c'est la mortalité qu'on teste, on ne voit pas de différence dans toutes ces études, et ici, on teste l'hémorragie, on voit qu'il n'y a toujours pas de différence, donc le fait de mettre des IPP en prophylaxie n'a l'air de rien changer. Dans ces études, la plupart du temps, la notion de nutrition entérale n'est pas toujours spécifiée, on ne sait pas trop comment mangent les malades. L'étude qui, à mon avis, est la mieux faite, qui, à mon avis, clôt un peu le débat, c'est celle-ci, mais elle est soumise à discussion. C'est l'étude de Mette Krag, qui est danoise, qui fait une étude multicentrique. On prend plus de 3000 malades. On va prendre un critère de gravité du patient avec une notion d'hémorragie digestive plus fréquente, mais on se base sur des études anciennes, pas toujours très bien faites, mais on va les revoir. Et puis on fait, on leur donne du pantoprazole ou du placebo. Ce que montre cette étude, c'est que la mortalité est la même. Il n'y a pas de différence, c'est le critère principal de jugement. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de l'histoire, qu'on ait saigné ou pas, on meurt de la même manière. Et on meurt dans des proportions de réanimation, on va dire, élevées. Et c'est là l'objet du débat. Beaucoup ont dit qu'il y avait plus d'hémorragie digestive cliniquement parlant dans le groupe qui avait reçu du placebo et que ça justifiait encore de l'utiliser. Alors dans cette étude, je vais passer rapidement sur les problèmes de définition. Les définitions, c'est toujours le même problème. On est très arbitraire. On doit avoir saigné, mais le saignement n'est pas toujours très évident à trouver. On doit avoir eu un effet cliniquement significatif. Ce sont des critères hémodynamiques très imparfaits, parce qu'on peut très bien avoir donc, un peu d'aspect de marc de café dans la sonde gastrique et avoir monté un peu les catécholamines ou être tachycarde. De même qu'avoir saigné, ce n'est pas toujours important. Et important, eh bien, il n'y a pas d'endoscopie systématique. Et même si on va regarder dans les appendices, alors il faut aller gratter un petit peu parce que dans les appendices, on se rend compte ici que près de la moitié des patients ont eu une endoscopie seulement, que les patients ont eu essentiellement des problèmes hémodynamiques et pas vraiment des problèmes hémorragiques. Et quand on regarde le nombre de culots, alors c'est un nombre médian sur 3000 malades, donc le chiffre n'est pas très parlant, mais on a 0 en médiane avec des interquartiles, et celui qui m'intéresse, c'est l'interquartile haut, il est à 1, ce qui sous-entend qu'on n'a plus qu'un quart des patients qui ont reçu plus de 1 culot globulaire. Je ne suis pas sûr que ça soit très parlant. Donc, cette étude montrait pas grand-chose de plus. Finalement,
quand on regardait aussi dans les appendices, la plupart des patients étaient nourris, et étaient nourris de plus en plus, vous le voyez, avec peut-être un côté protecteur, et ce qui expliquerait que les IPP ne sont pas efficaces. Et pourtant, toujours Deborah Cook avait montré que dans une étude rétrospective, là encore avec plusieurs méthodes statistiques, hein, c'est une as des statistiques, Deborah Cook, eh bien que globalement, quand on avait une hémorragie digestive, en lien ou pas avec la nutrition, eh bien on avait plus de mortalité. Je vais passer vite sur cette étude qui est la deuxième grande étude récente, c'est l'étude peptique où on est en randomisation par centre et par période. On a des malades, vous voyez ici, de réanimation qui sont en quantité beaucoup plus importante. Et finalement, quand on compare, cette fois non pas au placebo mais aux anti-H2, ben finalement on a là encore pas de variation de mortalité et pas de variation d'hémorragie. Là encore, des définitions variables. On attend avec impatience, ça devrait arriver, hein, puisque c'est en juillet 2023 que cette étude de l'équipe canadienne avec Deborah Cook dans les auteurs, là, une étude qui est en cours, qui doit normalement arriver au bout, où on va de nouveau retester les IPP. Donc on attend de voir quelle étude. Alors, à la suite de tout ça, on refait des méta-analyses, forcément, puisqu'on a des études nouvelles. Et l'absurdité de ces méta-analyses, c'est que l'étude de Mette Krag, que je viens de vous montrer dans le New England, finalement emporte la mise, et finalement c'est elle qui fait basculer l'avantage vers les IPP, en défaveur, et en tout cas sur les hémorragies digestives en faveur. Je suis allé regarder un peu qu'est-ce que disent les sociétés savantes. Alors j'ai pris cet algorithme qui est encore sur le site de la SRLF. C'est pas que la SRLF est moins bien que l'ASPAR, mais c'est que j'ai trouvé ça. Et finalement, on nous donne un algorithme qui est assez simple. On recherche, oui ou non, a-t-on des antécédents d'ulcères, a-t-on des anticoagulants, a-t-on une nutrition entérale. Et vous voyez que ça change tout. Hein. C'est là où ça départ. Soit on a une nutrition entérale et on peut ne pas faire de prophylaxie, soit on a de la prophylaxie. Moi, je vous propose plutôt ça, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, pas de prophylaxie. Dernier effet, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais c'est l'effet antisécrétoire, c'est-à-dire plutôt dans l'idée que est-ce que les IPP diminuent les quantités de volume dans l'estomac. Je suis allé regarder les études sur le volume résiduel gastrique, je ne vais pas empiéter sur le topo d'après. Le volume résiduel gastrique, vous le savez, ça a été à la grande mode dans les années, on va dire, 2000. Aucune de ces études n'a testé la valeur des IPP. Je suis allé le voir, pourquoi ? Parce que je me suis dit que c'était un classique du genre pour diminuer les sécrétions digestives, en particulier quand on a des stomies, on met des IPP. Alors finalement, que dit la littérature ? La littérature dit que quand on teste l'oméprazole, le pantoprazole, l'ésoprazole, contre un contrôle, on va regarder le volume gastrique à l'intérieur. On voit que quel que soit le temps, on a très peu, c'est des patients qui sont alimentés, hein, on a très peu de volume gastrique chez ces patients. Avec les inhibiteurs de la pompe à proton, on retrouve la notion qu'on a décrite plus tôt, c'est que les premières doses n'ont pas beaucoup d'effet. Et quand on regarde au bout de 6 heures, après l'administration, on voit qu'il y a quand même une diminution qui est significative avec tous les IPP par rapport au contrôle. Les volumes ne sont pas très importants, on est 60 contre 110 millilitres. Et quand on va voir sur d'autres papiers, alors cette fois on s'intéresse à des Grelcourt, c'est une étude qui est vieille, hein, qui a des années 90, c'est des Grelcourt, tout le monde n'est pas le même, on est plus dans l'étude on va dire de cas que d'une vraie étude. On se rend compte que quand on met de l'oméprazole à ces patients, eh bien, on a une diminution en moyenne de 600 grammes par jour de liquide. Si on regarde une étude un peu plus récente, globalement, la diminution sous oméprazole du volume des sécrétions digestives aux alentours de 500 millilitres. Et c'est ce qui fait que beaucoup de centres experts, dans les Grelcourt en particulier, nous recommandent de mettre de l'oméprazole, Péros, l'absorption Péros ou IV est à peu près comparable, à des doses doubles, puisque la dernière étude nous montrait que c'était plutôt efficace, mais finalement pas d'études prospectives pour le dire. Je vais terminer avec le traitement curateur d'ulcères. Les études sur le traitement curateur d'ulcères, les voilà. Il n'y en a pas. On peut faire l'hypothèse qu'un ulcère peptique, comme je vous l'ai dit, physiologiquement, n'est pas la même chose qu'un ulcère de réanimation, un ulcère de stress, et que pourquoi utiliser des IPP, c'est ce qu'on fait tous, hein. Mais finalement, aucune étude n'a démontré que l'IPP, quand vous avez fait le diagnostic d'ulcère, est le bon traitement. On ne connaît pas les doses, on ne connaît pas les durées. Bien souvent, en tout cas nous c'est comme ça qu'on fait, on les traite par IPP, aux doses d'un ulcère peptique, à la durée d'un ulcère peptique, mais probablement que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Alors finalement,
qu'est-ce que l'on ne sait pas à la suite de toute cette recherche bibliographique? On ne sait toujours pas si la nutrition entérale est vraiment protectrice. Les études ne sont pas très bien faites. On a quand même un argument pour dire que probablement. Y a-t-il une diminution grâce aux IPP du taux d'ulcère ou des hémorragies digestives? Je ne le sais pas. L'étude de Krag ne nous permet pas d'être certain qu'il y a une augmentation de ces ulcères, ni même une protection. Et faut-il traiter, donc, je viens de le dire, des ulcères par la réanimation? En revanche, on sait quand même un certain nombre de choses, et je finirai par là, c'est que la réanimation a fait énormément de progrès, que les taux d'ulcères sont probablement toujours importants, mais qu'on ne fait pas systématiquement d'endoscopie à tout le monde, que l'hémorragie est devenue très rare, que la prophylaxie, selon moi, par IPP n'a aucun intérêt, et je ne pense pas qu'elle ait un intérêt, quels que soient les facteurs de risque, parce qu'ils n'ont pas été très bien définis, même si je sais que l'insuffisance rénale ou autre est souvent en place, et qu'il y a une diminution probablement de toutes les sécrétions digestives par les IPP et qui peuvent être intéressantes pour diminuer les débits de fistule, les débits de colostomie, et que ces IPP restent quand même des outils intéressants en réanimation dans des indications très ciblées. Je vous remercie.